Olivier Engrand, bonjour Yana Bourreux. Bonjour. Engrand, conseiller régional, Yana Bourreux, maire adjointe de Soissons. Conseillère municipale déléguée à la ville de Soissons. Expliquez-nous votre position sur les éoliennes. C'est non, c'est clair. Notre position, elle est assez claire, en tout cas à la région. Le président Bertrand l'a assez dit et répété que nous étions contre les éoliennes, dans la mesure où la région Hauts-de-France est la région la plus dotée en équipement éolien sur tout le territoire national. Plus de 25% du parc éolien est installé dans les Hauts-de-France. Et sur ces 25%, il y en a quasiment 50% sur les deux seuls départements de l'Aisne et de la Somme. Nous sommes une région qui produisons quasiment le tiers de la production électrique par les éoliennes. Donc nous estimons que nous avons fait notre part, d'engagement dans la transition énergétique. On a d'autres projets, d'autres alternatives sur la région des Hauts-de-France et qu'à un moment donné, ça devient trop. Qui plus est, lorsque ces installations, ces projets d'installation se font sur des sites historiques tels que le Soissonnais. On ne parle pas que de Soissons, là, quand on parle du territoire du Soissonnais, on va de Villers-Cotterêts, Ferrand-Tardenois, en passant par Coucy-le-Château et d'autres. Nous ne pouvons pas avoir systématiquement ces mâts qui montent maintenant à 180, 200, voire plus haut pour les prochaines, et qu'on les voit à des kilomètres et des kilomètres, dans le même axe que la cathédrale ou que Saint-Jean-des-Vignes, ou alors encore plus, le projet de Monsieur le Président de la République à Villers-Cotterêts, qui va être la capitale mondiale de la francophonie. Donc même à proximité d'un site qui va devenir mondialement connu, mondialement touristique, on a des projets d'installation de l'éolienne à tout va. C'est tout juste pas possible. À un moment donné, on peut mettre de l'éolien, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Et quand un certain nombre de territoires ont déjà largement contribué, on pense qu'il est, tout à fait légitime que l'on soyons contre ces installations qui ne sont ni productifs en termes d'emploi dans la région des Hauts-de-France et qui ne produisent pas, de valeur ajoutée pour nos territoires, bien au contraire. Donc à un moment donné, trop, c'est trop. Très bien, donc vous êtes pour une pause dans les Hauts-de-France? Plutôt. On est pour une pause. Un arrêt plutôt. On est plutôt sur un arrêt. Voilà, c'est complètement un arrêt. Je crois que la région a mis en place un observatoire. J'invite tout le monde à aller sur le site des Hauts-de-France et d'aller consulter cet observatoire de l'éolien. Et vous allez voir le nombre d'installations et surtout le nombre de projets qu'il y a encore en cours. Parce que quand on regarde le nombre de projets qu'il y a en cours, c'est encore bien plus que ce qui a été installé aujourd'hui. Donc imaginez si nous ne faisons rien, si personne ne se mobilise, dans 10 ans, la région des Hauts-de-France, ce n'est plus que des champs d'éolien à tout va. Donc c'est tout juste pas acceptable. Je ne parle pas des nuisances pour les locaux, pour les habitants. Tout à l'heure, un monsieur nous signalait encore qu'il est obligé de vendre sa maison parce qu'il a des problèmes de santé qui se créent du fait du bruit qui paraît pas énorme quand on est à côté, mais avec les vents porteurs, à 500 et quelques mètres de là, ça apporte vraiment sur sa santé. Sans parler, pour certains, qui estiment que la perte de la valeur immobilière de leurs biens, c'est 30%. Et la position du Grand Soissons? On est contre. Le président de la communauté est absolument contre. La ville de Soissons aussi Et contre, tout à fait. Ouais, oui. Tout à fait. D'accord, donc là nous avons la région, nous avons la ville de Soissons, le PCI Grand Soissons, et nous avons la ville de Soissons. Tout à fait. Il faut savoir que la ville a délibéré l'année dernière pour voter une subvention à l'association A3PS pour la soutenir dans son combat du quotidien, parce que ça coûte très cher de combattre les grandes structures financières d'implantation des éoliennes. Et puis la ville de Soissons a fait une motion aussi contre les installations d'éoliennes sur son territoire. Donc nous sommes profondément contre, nous sommes complètement, et là c'est l'adjoint à la ville qui parle, nous sommes complètement dans la ligne de conduite de la région des Hauts-de-France et de l'ensemble des élus du Grand Soissons. Il faut savoir, même le Grand Soissons, il y a quelques années, a voté une délibération qui en tout cas a réglementé fortement les installations des éoliennes sur notre territoire. Quelles que soient les opinions politiques, ça a été... Quelles que soient les opinions politiques. Alors là, on est complètement politique. Là, on est vraiment sur un enjeu
de, comment dirais-je, de la ville et de la région. De la ville, de la région, du territoire, mais sur des enjeux touristiques. Il faut savoir qu'on mise beaucoup sur le territoire et pas uniquement le Soissonnais, mais on peut parler du Retz-en-Valois, on peut parler du sud de l'Aisne sur cette notion touristique. Les éoliennes ne sont pas forcément des éléments qui ont comment dirais-je, une volonté d'attractivité du tourisme. On est sur des enjeux de vie locale. On est sur des enjeux aussi de santé, a priori, pour certains. Mais sur ce schéma-là, je ne m'engagerai pas sur ce chemin de la santé. Je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas la capacité à savoir s'il y a vraiment un impact ou pas. On peut penser qu'il peut y en avoir, puisque certaines personnes qui habitent à proximité de ce type d'installation auraient des soucis de santé depuis. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il n'y a aucun avantage. Celui de la transition énergétique, une fois de plus, soit, mais nous avons fait notre part, du chemin, et qu'il est maintenant intolérable et inacceptable qu'on continue à avoir autant de projets sur notre région. Pour les éoliennes, vous êtes pour une répartition sur le territoire national ou plus pour un arrêt général? Je suis, à titre personnel, on est pour une répartition qui pourrait être un peu plus égalitaire, mais on est surtout pour d'autres transitions énergétiques. Il n'y a pas que l'éolien. Même Monsieur le Président de la République, j'ai cru comprendre que vendredi était plus parti vers un redéploiement du nucléaire. Parce qu'il a, je pense, bien compris qu'à un moment donné, l'éolien n'était pas en mesure de compenser la production nucléaire. Donc je pense que tout ne doit pas être du même sens. Ce n'est pas que du nucléaire, ce n'est pas que du éolien, et surtout pas que du éolien, mais il y a aussi de la production hydroélectrique, hein, on le sait. On sait faire depuis toujours. Il y a de la production aussi de panneaux photovoltaïques. Il y a un certain nombre, la géothermie aussi, qui peut être exploitée aujourd'hui. On sait que c'est une source très importante en termes de production énergétique. Donc voilà, il y a plein d'autres technologies. L'éolien est devenu la facilité. On paye, on s'installe et tout le monde il est content. Eh ben non, tout le monde n'y est pas content, et surtout pas dans les Hauts-de-France. Il y en a qui trouvent leur intérêt quand même. Oui, non, il y a aussi l'exemple allemand qui a montré que l'éolien parfois avait des pauses, des pannes, et qu'il était très énergivore en compensant par le charbon, le gaz, exactement. etc. Mais et je pense que ça fait évoluer certainement au niveau national l'opinion du président et d'autres personnes. Tout à fait, tout à fait. Puis regardez, le plus bel exemple est quand même aujourd'hui. Sur 4 éoliennes, vous avez une qui ne tourne pas. Alors, et c'est bien souvent le cas. Donc quel est l'intérêt de monter des champs éoliens quand vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre d'éoliennes qui ne tournent pas? Il y a certainement une raison technique, mais c'est souvent les mêmes. Donc à un moment donné, il faut juste se poser la bonne question, à savoir, est-ce qu'on a besoin autant d'éoliennes pour en faire tourner aussi peu? La réponse qu'on nous dit quand on pose la question pourquoi les Hauts-de-France, on nous répond parce que c'est la seule région où il y a le plus de vent et c'est plat. Bon, bah, je ne suis pas certain que dans l'Aisne et dans la Somme, on ait plus de vent qu'en Bretagne ou en Loire-Atlantique ou j'irais dans le sud de la France avec le Mistral ou la Tramontagne. Je ne sais pas, une fois de plus, je ne suis pas un spécialiste, mais je doute forcément qu'on ait beaucoup plus de vent et plus souvent de vent ici qu'ailleurs. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des facilités d'implantation qu'il n'y a probablement peut-être pas ailleurs, je ne sais pas. La densité d'habitants dans l'Aisne est assez faible. Voilà, je pense qu'il y a aussi cette notion de dire il y a un peu plus d'espace, on sera peut-être un peu moins embêté, donc on va aller s'installer là-bas. Il y aura moins de réactivité de la population. C'est marrant. Puis il y a des grandes terres, effectivement, on n'entend pas d'installation de champs éoliens dans l'Île-de-France. Jusqu'à maintenant, c'est rare. Mais voilà, et tout ça pour en revenir à la question précédente, à un moment donné, il y a d'autres alternatives, il faut... l'énergie, la production d'énergie et d'électrique, ça doit être un mixte. On ne peut pas faire une seule et unique production d'énergie qui pourrait être, l'éolien. De toute façon, techniquement, ça ne serait pas possible. Il faut du nucléaire, il faut du éolien, mais une fois de plus, nous on a donné. Il faut du photovoltaïque, il faut de la géothermie, il faut de l'hydroélectrique. Je pense que c'est tout ça, ce schéma de transition énergétique qui fera qu'on arrivera à une solution pour produire l'énergie nécessaire. Mais pas à n'importe quel prix avec le éolien et surtout pas dans n'importe quelle condition avec le éolien. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et bonne suite à vous. Alors, merci. On est là nombreux ce matin. Le combat ne fait que commencer. Et on est là nombreux ce matin. Merci beaucoup. Une vue sur les éoliennes. Alors vous êtes Moi je suis Denis Roland, président de la Société historique de Soissons. Donc moi je défends à la fois le paysage et le patrimoine. Je ne prends pas position sur le fait que c'est anti-économique
Il y en a un certain nombre de personnes mieux qualifiées que moi qui peuvent le faire. Mais au point de vue du paysage et de l'impact sur le patrimoine, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors on va dire à quelqu'un de « Ah ben non, il ne faut pas peindre vos volets en violet parce que ça va déparer, il y a un monument historique à côté et on va planter une éolienne de 150 mètres de hauteur. » Donc là, c'est une totale hypocrisie et qui finalement va détruire progressivement notre paysage. Si on voit les projets qui vont se faire dans les environs, mais c'est par centaines. Alors il faut savoir ce qu'on veut. On veut développer le tourisme, hein, ou alors on veut planter des éoliennes partout. Vous me parliez de certains monuments à Crouy ou ailleurs, la porte de la Perrière, etc. Oui, alors quand on va voir par exemple la porte de la ferme de la Perrière, qui est une porte 13e siècle classée monument historique, vous approchez de la porte et dans l'encadrement, maintenant, vous voyez 3 ou 4 éoliennes. Puis bientôt, on va en voir 7 ou 8. Donc on va à l'encontre de toute la réglementation paysage et monuments historiques, mais le problème, c'est qu'en fait, pour l'implantation des éoliennes, il n'y a pas de réglementation. C'est quelque chose de très flou, c'est le préfet qui va autoriser en fonction de critères très subjectifs. Et alors le summum maintenant, c'est que la contestation est portée devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif, il juge de la forme. Est-ce que la demande a été faite dans les règles? Mais on voit des tribunaux administratifs qui prennent position sur le fond, qui disent « Ah ben non, ça n'a pas d'impact sur le paysage ». On l'a eu pour le projet de Chaudin. Donc là, on marche sur la tête. Merci. Vous êtes, monsieur? Luc Boucher, je suis ingénieur de formation, ingénieur électrotechnique. Donc j'ai fait toute ma carrière dans l'énergie électrique principalement. Alors votre position sur les éoliennes au niveau technique? Disons qu'au niveau technique, le problème des éoliennes est extrêmement simple. C'est une énergie qui produit d'une manière aléatoire. Il faut qu'il y ait du vent, ça paraît idiot la remarque, mais le fondamental c'est qu'il y ait du vent. Et en fait, ce qu'on a besoin dans un pays comme la France, c'est d'avoir une production d'énergie électrique qui fonctionne 365 jours par an, d'une manière constante, qui permette à tout le monde de pouvoir consommer comme on a envie de consommer. L'énergie éolienne est une énergie aléatoire qui fonctionne de temps en temps. Donc aujourd'hui, il y a le développement qui se fait d'éolien, et pour des mauvaises raisons. C'est devenu au fur et à mesure du temps un produit financier. C'est devenu un produit qui se revend entre investisseurs, tout ça sur le dos de la collectivité. Il faut savoir qu'un parc éolien ici, il y a 4 machines. Ces 4 machines ont à peu près 10 à 12 millions d'euros d'investissement. Ça crée pour la société française, pour les consommateurs, une dette d'à peu près l'équivalent du même montant, soit 12 millions d'euros, qui vont être répartis sur les 20 prochaines années. Il faut savoir que tout ça, vous le retrouvez sur votre facture d'énergie électrique. Tout en bas, vous avez une ligne qui s'appelle CSPE. Ça permet de financer tout ça. Au fur et à mesure du temps, plus il y en aura, plus ça coûtera cher. Donc à un moment donné où en ce moment on dit l'énergie électrique est chère, non, c'est faux. L'énergie électrique nucléaire est toujours au même prix. Il faut savoir que le kilowattheure nucléaire, lui, il fonctionne avec l'énergie primaire, l'uranium, ça représente environ 5% du coût d'électricité, le restant étant du béton, des machines tournantes, des choses comme ça. L'éolien est un pur produit financier avec une rentabilité qui est calculée. Donc, pour qu'un promoteur éolien vienne s'installer, c'est très simple, il faut avoir des gens qui soient disponibles pour mettre des terrains moyennant compensation. Il faut savoir qu'une éolienne, l'agriculteur va toucher entre 6, 8 000, voire 10 000 euros de l'éolienne. Avec ça, on achète les consciences, je suis désolé de le dire, mais c'est ça. Et derrière, effectivement, on développe le projet. Et une fois que le promoteur a préparé le projet, il va dire qui veut de ce projet-là. Et là, il y a des investisseurs qui arrivent, qui viennent s'en emparer. C'est devenu un produit financier, les banques s'en emparent, comme le reste. Voilà. Donc, aujourd'hui, on essaie de faire comprendre, on essaie d'induire les gens en erreur, tout simplement, en disant regardez l'éolien, ça produit propre et tout. Sauf que la production, elle est aléatoire. 25% du temps, en puissance intégrale, une énergie propre. Ça, c'est ce qui est dit dans la théorie. Dans la pratique, comparer le kilowattheure éolien avec le kilowattheure nucléaire, c'est à peu près comme comparer des choux et des carottes.
On ne peut pas additionner ça. Le nucléaire, il fonctionne 24 heures sur 24. Certes, il y a des déchets, c'est vrai. On sait les enfouir, il faut les enfouir, on saura les traiter. Aujourd'hui, il y a des techniques laser qui permettent de commencer à traiter les déchets. L'éolien fonctionnera de temps en temps. Et aujourd'hui, comme on est en pénurie de production nucléaire, on va importer aux Allemands qui, eux, brûlent du charbon. Donc le bilan CO2 est d'une catastrophe totale. Et en plus, en endettant les Français et les consommateurs français, on prend plein la tête. Donc non aux éoliennes, ça va bien. Oui, parce que les Allemands, ils ont supprimé l'énergie nucléaire et donc ils n'ont plus d'énergie alternative, ils sont obligés de revenir aux énergies fossiles. Les Allemands ont fait un choix qui est un choix purement politique. Il y a eu Fukushima, c'est vrai. Donc politiquement, il fallait avoir une réponse. Ils ont fait une réponse pour la pression politique des Verts d'ailleurs. Ils ont dit on arrête le nucléaire. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est très simple, on rouvre les centrales à charbon, on en développe des nouvelles. On rase des villages entiers pour extraire de la houille et produire de l'énergie. Voilà. Donc oui, on a fermé les centrales nucléaires en Allemagne. Et on se donne bonne conscience, mais tout ça sur le dos du CO2. Et en fait, aujourd'hui, l'Allemagne est un énorme producteur de CO2. La France avait un avantage. Dans les années 70, les grands hommes politiques qu'il y avait à l'époque, ils n'étaient pas là pour faire leur campagne politique, assurer leur réélection. Cette époque-là, ils avaient des grands projets pour la France. Ils ont fait le nucléaire. Ils ont fait des grands projets. Le nucléaire, puisque c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui, ce nucléaire, il nous a permis d'avoir une indépendance énergétique sur la production et permettre aux industriels d'investir. Ça, on est dans les années 70. 80, les centrales nucléaires s'installent. 90% de notre production d'énergie électrique en France était décarbonée. Le nucléaire, plus de 80%, l'hydraulique, 10%. Donc on était un élève parfait. On n'émettait pas de CO2. Pour des raisons politiques. Beaucoup d'écologistes luttent contre le nucléaire depuis toujours. Pour des raisons politiques, depuis ce temps-là, on essaie de trouver des solutions. Alors que nous avions un avantage énorme. Sauf qu'en plus de ça, l'Europe, dans les années 2000, a décidé l'ouverture du grand marché. Et le grand marché, effectivement, il fallait changer la donne. Qui peut concurrencer le nucléaire? Personne. Personne. Parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Moralité, il a fallu trouver des solutions. On a imposé de faire du mix énergétique, des choses comme ça. On a imposé l'éolienne, ce qui favorise le commerce allemand au détriment du nôtre. Et on développe tout ça. Et on se tire une balle dans le pied. Au fur et à mesure, on se tire une balle dans le pied. Aujourd'hui, l'énergie électrique est devenue un marché, comme les autres, effectivement. Et le prix d'énergie qui monte aujourd'hui, c'est le résultat du marché. Donc tout ça, c'est une politique qui se met en place. Il y a eu des politiques, il y a 40 ans, qui ont décidé des choses grandes pour la France. Et aujourd'hui, on est en train de tout casser. Et en plus de ça, regardez cette pollution, elle est absolument inadmissible. Voilà. Il y a aussi, vous avez vu qu'en France, on se dirige vers 50% de nucléaire en fermant Fessenheim, la centrale de Fessenheim. Voilà. Est-ce que on est en train de revenir en arrière avec les mini-centrales là? On parle beaucoup des mini-centrales. Bien sûr, bien sûr. Votre avis sur les mini-centrales? Une erreur de la France et d'EDF, pour être très clair, c'est d'avoir fait dans le gigantisme. Aujourd'hui, on ne peut pas réduire les coûts si on n'a pas une action industrielle. Il faut raisonner comme un industriel. Faire des petits modules qu'on peut répéter facilement d'une manière industrielle et les implanter là où on en a besoin. EDF a fait un choix qui n'est pas le bon choix pour moi, même s'il y a des arguments pour, de faire des gros systèmes. Et les gros systèmes innovants, c'est compliqué à mettre au point. Ils vont y arriver sur le EPR actuel, ils vont y arriver. Ça coûte cher parce qu'il y a des tas de problèmes à régler. Donc la vraie solution, c'est des petits modules qu'on industrialise, qu'on fait à la chaîne pour réduire les coûts. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on doit raisonner. Areva a été mis en difficulté dans les supercentrales, enfin, qu'on appelle l'EPR. Hein. L'EPR, oui. Dans les nouvelles centrales EPR, on voit que c'est quasi un cas d'école, hein. C'est sur les coûts, le recul. Le problème toujours, c'est que quand on parle de nucléaire, il faut associer derrière la sécurité, c'est fait par des gens sérieux et tout, et forcément il y a toujours une surenchère sur la sécurité. Donc quand on demande 100, quand EDF dit nous on va faire 120 parce qu'on va faire, forcément on se met des barrières, ça devient beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, ils ont du mal à rentrer dans les clous, ils ont été obligés de revoir tous les systèmes de soudure qui ont été faits parce qu'elles ne répondaient pas effectivement à ce à quoi ils s'étaient engagés. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est justement pour ça que le gigantisme est une erreur. Il vaut mieux faire des petits modules industrialisés qu'on multiplie effectivement et qui permettent de se gérer beaucoup plus la ponctualité et les répartir sur le réseau. En Ferté. Alors sur les éoliennes, vous avez... Oui, écoutez, sur les éoliennes, pour le moment, je suis encore à la Fondation du patrimoine jusqu'au 31 décembre. Et la position de la Fondation du patrimoine, c'est de dire à partir du moment où les communes
et tout le monde et les associations sont d'accord, eh bien, ok, on va aider à la restauration du patrimoine. S'il y a une division entre les associations et la mairie, on n'y va pas. Par contre, à partir du 1er janvier, je m'engage dans un mouvement qui se veut objectif, d'analyser le pour et le contre, de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités, des positionnements, de raisonner à long terme. Vous parlez des éoliennes? Oui, oui, des éoliennes, pour les éoliennes, de raisonner à long terme et en même temps d'essayer de rendre le financement transparent. Parce qu'on part du budget européen et on arrive jusqu'aux factures d'électricité. Il faut que les gens, puisqu'il s'agit d'argent public, sachent où va leur argent. À partir du moment où ils ne le savent pas, ce qui est le cas, on ne peut pas accepter ce qui se fait de façon voilà, non transparente. Donc voilà pourquoi... Donc là, vous dénoncez une certaine opacité du financement. Ah, c'est plus qu'une opacité. J'ai quelques éléments avec des gens du ministère des Finances, des gens donc, qui peuvent nous aider. Et à partir du 1er janvier, ça ne me gêne pas. Mais il faut qu'ils deviennent transparents. Les communes, elles touchent de l'argent, les communautés de communes, les agriculteurs, tout ça doit se savoir. Et on doit savoir d'où vient l'argent. Vous n'êtes plutôt pour ou contre les éoliennes, mais c'est surtout le financement Alors, moi je suis ni pour ni contre, je suis pour un mixte d'énergie à la fois renouvelable et nucléaire. Puisqu'on sait que l'énergie va augmenter de 30% dans les 20 ans qui viennent, les besoins en énergie, donc il faut un mixte. Mais il faut qu'on ne mette pas les éoliennes n'importe où, n'importe comment, c'est-à-dire 6 d'un côté, 3 de l'autre, qu'on mite les paysages. Regardez dans ces paysages, vous avez à l'horizon, et notamment la forêt de Villers-Cotterêts. La forêt de Villers-Cotterêts qui a été un haut lieu de l'histoire de France. Aujourd'hui, on investit 200 millions dans le château de Villers-Cotterêts. On a investi dans la tour Mangin. On a investi dans des monuments aux morts. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'autour de cette forêt, on va réinstaller, installer des éoliennes qui sont pour moi des grands pantins, dans le fond dégingandés, désarticulés, qui reviennent sur ces territoires. Où on s'est battu, donc je crois qu'il faut tenir compte de l'histoire. Et il y a peut-être des possibilités avec le solaire qui se voit beaucoup moins, alors que l'éolien, il y a un défaut, c'est qu'il écrase le paysage. Et ça, c'est terrible. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus ce que c'est qu'un paysage. Or, un paysage, c'est un ensemble. C'est un ensemble de bois, de bâtis, de cultures agricoles, de marais. Et si on écrase partout ce paysage, vous croyez que les touristes vont venir autour de Soissons? Vous croyez que les touristes vont venir autour de Villers-Cotterêts alors qu'il y aura 60 éoliennes, 100? Expliquez que quand ils mettaient 6 éoliennes à un endroit, en réalité, dans les 10-15 ans, il fallait qu'il y en ait 60 pour que ça soit vraiment rentable. Donc ça voulait dire 6 éoliennes ici, 60 dans 10-15 ans, vous écrasez le paysage. Allez voir ce qui s'est passé autour de Roye. Par exemple, on peut très bien installer les éoliennes autour, comme ça se fait dans certaines régions, le long des autoroutes, le long du TGV, puisque là, il y a déjà des ruptures écologiques très fortes, et il y a du bruit. Donc on peut les installer là-bas. Et puis on peut peut-être mettre davantage de solaire sur les bâtiments et revoir notre législation quant au patrimoine inscrit ou classé, qui empêche aujourd'hui souvent les gens qui veulent installer du solaire de le faire. Enfin, moi je crois on peut avoir des éoliennes dans un coin, du solaire dans un autre, et peut-être d'autres formules, parce que l'hydrogène c'est une belle formule pour l'avenir. Donc plutôt que de nous précipiter, essayons d'être plus prudents et mesurons bien les effets à moyen et à long terme de ce que nous faisons aujourd'hui. Merci Monsieur Ferté pour votre intervention. Voilà. En qualité de... Alors vous êtes au niveau du patrimoine? Au niveau du patrimoine, je suis délégué Picardie. Encore, mais jusqu'au 31. Et à partir du 31 décembre, donc là, je m'inscrirai dans un mouvement objectif d'analyse de l'implantation de l'énergie renouvelable dans ces régions, dans ces régions que je connais bien. Donc c'est votre prochain objectif? C'est mon prochain objectif, absolument. Merci beaucoup. Monsieur, soyons corrects.
n'y a pas un brin de vent. Tenez, ce monsieur-là est obligé de déménager sa chambre à coucher. Moi c'est pareil, on a des maux de tête, on peut plus dormir nos fenêtres ouvertes. Bah oui, tiens, on peut même pique-niquer tous en dessous. Ça fait aucun bruit. Alors, s'il vous plaît, ne racontez pas n'importe quoi. Ah oui, bah, bien sûr, bien sûr. Un trou L'été, c'est d'amener des gens au pied des éoliennes pour leur dire, voyez, on n'entend rien, ça fait pas de bruit. C'est faux. Quand il n'y a pas de vent, il y a tellement peu de vent qu'il y en a une qui tourne même pas. C'était revu, hein. Les lois ont été revues depuis que ça a été fait. Au départ, on devait toucher, je crois, 25 000 euros. 28 000 euros. Et puis après, ils ont rebattu les cartes et tout. C'est la communauté d'agglo qui touche. Et nous, on touche une connerie. Non, même pas. Impacté et du fric en dédommagement. J'ai rien contre les éoliennes, parce que si ça doit produire de l'électricité verte, que ça produise de l'électricité verte. Mais il ne faut pas que ça emmerde le monde. Est-ce que les locaux ont eu des problèmes, des maux de tête Non, ma femme a des maux de tête. Moi, j'ai jamais eu mal à ma tête. À l'heure actuelle, le matin on se lève, bon ça va à peu près, puis là se coupe, ça y est. On n'a plus, chez moi le soir, j'aime bien faire mon petit tour, avant de me coucher. Tous les soirs, j'avais plein de chauves-souris. Il faut savoir qu'une chauve-souris, ça mange 30 fois son poids dans la nuit d'insectes. Donc il n'y a pas besoin de pesticides. Ben, j'en ai plus, il m'en reste une. Alors j'en avais des dizaines. Hein. La preuve, c'est que j'ai même fait des nichoirs pour les chauves-souris, parce que j'ai vu ça sur un livre. J'en ai fait 2-3. Il n'y a pas moyen, il n'y en a plus. Là-bas, si vous allez, parce que là, comme il dit, mon collègue qui est là, quand les ventilos ils se mettent en route, il n'y a plus aucun... Bon, parce qu'on est chasseurs quand même, hein, mais bon, on est des régulateurs de la nature. Oui, la chasse de la nature. Et ben, quand les ventilateurs, lui, il les entend, ça c'est une chose. Et puis vous pouvez aller autour, il n'y a plus aucun animal. Tout ça, ça s'en va. On a retrouvé chez moi, là, des pigeons qui étaient blessés par les pales des oiseaux. On arrive le matin, tiens, il y en a un par terre. Donc, il faut arrêter. On arrête les éoliennes. Je suis la distance minimale, c'est ça. Ça, on n'a jamais vu. Hein. Ah bah alors ça veut dire qu'on n'est pas au-dessus du bruit. Ça, j'ai jamais vu des éoliennes arrêtées parce qu'il y avait trop de bruit. Et vous avez dans l'Orne un projet récemment qui a été arrêté, qui s'appelle Échauffour, qui a été arrêté justement avec ça. Vous avez en fait ce projet-là, a priori il faisait beaucoup de bruit, les riverains ont déposé un recours au préfet, le préfet a décidé d'arrêter ce parc parce qu'il faisait trop de bruit. Et que en fait, techniquement, il y a des experts acousticiens qui sont venus sur place et qui ont vu que le parc éolien faisait trop de bruit, donc ils ont arrêté le parc. Les éoliennes ont été financées, elles ont été installées, et puis c'est les riverains qui se sont mobilisés. Donc les mesures acoustiques approuvées par l'Adréal, c'était peut-être un peu du blabla, et c'est les riverains qui ont réussi à prouver qu'il y avait un impact acoustique. C'est sur Échauffour que vous voulez dire? Sur le parc d'Échauffour, c'est ça? C'est ça? Finalement, c'est un constat d'échec. Sur ce parc aussi. Sur ce parc aussi. Là, on parle d'un parc propre. C'est pas dans la totalité dans la plupart, dans la grande majorité des projets éoliens. C'est pas le cas puisqu'ils n'ont pas été arrêtés par le préfet. Mais c'est pas leur justice de les faire tourner moins. Parce que ça leur fabrique moins de pouvoir. Leur but, c'est... Mais en fait aussi, on a des inspecteurs de l'Adréal qui vont sur place eux-mêmes. Donc ça dépend pas que des riverains, ça dépend des uns. Qu'est-ce qui se passe quand un parc éolien est arrivé? Moi, le gars, quand il produit plus d'électricité, vous voulez dire? Bah, ou là, Ah, sur Échauffour, je peux pas vous dire. Je crois qu'ils vont devoir, ils ont des plans de... Alors pour l'instant elles sont en place parce que je crois qu'ils vont devoir refaire des plans de bridage et prouver que maintenant ils respectent les normes de l'État vis-à-vis du bruit ambiant pour pouvoir repartir. En tout cas ils ne pourront pas repartir sans respecter les normes, ça c'est sûr. Si on démonte l'éolienne, le bloc béton,
Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Le bloc béton, il est démantelé totalement. Et comment on sait qu'il est démonté totalement? Il y a des témoins Il y a au des fond? huissiers qui vont vérifier que le bloc béton est bien Et démonté. il est à la charge de qui? À la charge de l'exploitant du parc. Et l'exploitant du parc, si c'est le propriétaire du terrain et le cultivateur qui l'occupe, ça peut être deux personnes différentes. Alors l'exploitant, souvent, c'est une entreprise et le propriétaire... Le propriétaire du terrain peut louer son terrain à un agriculteur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le démantèlement, il est à la charge de l'exploitant du parc éolien, pas l'exploitant agricole. Oui, d'accord. C'est ça. Non, pas du propriétaire du terrain, l'agricole. Ah non, jamais. D'accord. C'est-à-dire combien de temps les éoliennes? Alors aujourd'hui, les constructeurs d'éoliennes nous garantissent une éolienne qui peut tourner pendant 25-30 ans. Après, on sait que on a, nous, des prix qui sont garantis de revente de l'électricité à l'État, qui sont garantis pendant 20 ans. Donc on sait que c'est minimum 20 ans, et après on se pose la question, nous, si on continue à produire pendant plus que 20 ans, 25 ou 30 ans. Une éolienne, quand il y a trop de vent, elle ralentit, elle se bloque. C'est ça, à partir d'une certaine vitesse, je crois que c'est à peu près 100 km/h. Vous avez les pales qui vont se mettre en drapeau, oui. Et donc elles vont plus, enfin le vent ne va plus les faire tourner. C'est juste d'un. Ah oui, elles se mettent horizontalement. Vous voyez, vous avez les pales qui sont tournées horizontalement. Un petit peu l'éolienne. Aujourd'hui, on est confronté à des problématiques énergétiques. L'éolien fait partie du mélange qui a été décidé pour l'avenir énergétique français, en sachant qu'on arrive de 60 ans de nucléaire qui nous provient en fait, enfin qui nous fournit à peu près 75% de notre électricité. Donc aujourd'hui, on est dans un changement. Alors le changement de façon naturelle entraîne de la résistance. Nous, ce qu'on peut dire de l'éolien, c'est que c'est une énergie qui est propre, qui est inépuisable. Et ça, on ne le met peut-être pas assez en lumière, puisque, à contrario, le charbon ou l'énergie nucléaire va produire des déchets. Donc, en installant des éoliennes, on installe des sources d'énergie renouvelables qui défendent le climat et qui ne rejettent pas de déchets toxiques. Ça, c'est la première chose. Alors après, l'énergie éolienne est assez adaptée au vent français, puisqu'on a plus de vent en hiver qu'en été, et plus de demandes électriques aussi en hiver. Alors, il n'y a aucun développeur éolien qui dit qu'il faut mettre que des éoliennes partout. Nous, ce qu'on propose, c'est un mélange énergétique un peu ce qu'on appelle un mix énergétique. Un mix énergétique, vous voyez ça, oui. Voilà. Donc, les développeurs ont tendance à parler de mix énergétique, oui. Alliant une part du nucléaire, une part du solaire, une part de l'éolien et d'autres énergies telles que la géothermie ou les méthaniseurs. Ça nous permettra de faire face à une demande qui est toujours croissante et qui va commencer à intégrer aussi, on l'a vu, de la mobilité. Donc en fait, l'éolien va aussi permettre de remplacer quelque part l'essence qui va dans nos véhicules, notamment avec les véhicules électriques. Vous reproche de gâcher le paysage par des champs d'éoliennes et que, oui. Surtout dans nos régions, on développe le tourisme et les beaux monuments, les paysages. Ça, c'est le premier point. Alors, que répondez-vous à cette question? Oui, alors c'est pas plus que d'autres régions, puisque de toute façon, toutes les régions aujourd'hui en France essaient de développer le tourisme. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas du tout incompatible du moment que l'éolien est fait de façon raisonnable. Donc, en fait, on passe par une étude d'impact qui intègre une étude paysagère. Et donc, nous, le but, c'est de faire en sorte que ce nouvel élément du paysage, qui va en effet le modifier, essaye de s'intégrer de façon la plus harmonieuse possible. Alors ça peut passer par moins d'éoliennes ou une hauteur moins importante, tout en sachant qu'évidemment, en contrepartie, moins d'éoliennes et moins de hauteur veut dire moins de production électrique propre. Au niveau de la région Hauts-de-France, nous sommes la première région dotée en éoliennes, et l'Aisne et la Somme sont les deux premiers départements à l'intérieur de cette région, et certains élus disent que c'est assez, quoi. On en a beaucoup déjà des éoliennes. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur ce sujet?
Alors je suis plutôt d'accord sur certaines régions plus localisées que les Hauts-de-France. Il y a en effet certains secteurs où il y a beaucoup d'éoliennes et où d'ailleurs les développeurs ont arrêté de faire de nouveaux projets. Là, si on parle du sud de l'Aisne, je ne trouve pas que le paysage est saturé du tout d'éoliens. Au contraire, par rapport au potentiel qui existe et au vent et aux grandes plaines agricoles qui sont en place, je trouve qu'il y a peu d'éoliennes par rapport à ce que ça pourrait produire en électricité. La région du Soissonnais, il existe 2 parcs en exploitation aujourd'hui, donc ce n'est pas beaucoup. Alors, il y en a certains qui vous disent, des personnes disent que, par exemple, Soissons, ça aurait pu être reculé un peu plus parce qu'on a une vue imprenable lorsqu'on descend sur Soissons d'un côté ou de l'autre. Soissons étant dans une cuvette, on ne voit que les éoliennes et certains disent que, vu l'espace de la plaine, ils auraient pu être reculés. Je ne sais pas s'il y a des couloirs de vent, je ne connais pas le dossier. Alors je ne connais pas ce dossier en particulier, mais de façon générale sur un projet éolien, si vous reculez les éoliennes d'un côté, ça veut dire que vous arrivez sur une contrainte qui existe de l'autre côté. On a à peu près 80 contraintes en tout à prendre en compte, dont le paysage et le patrimoine existant. Donc oui, on pourrait toujours les reculer un peu plus, mais ça voudrait dire empiéter potentiellement sur une autre contrainte. Vous savez, vu la densité de population, si on construit là où c'est une densité très faible, ça pose moins de problèmes que près d'une ville, par exemple, ou d'un lieu touristique important. Alors, moins de problèmes, oui, pas forcément. Nous, là où il faut faire attention, c'est d'avoir assez d'espace et une distance suffisante à toute habitation. Ouais, là, même si vous avez une ferme isolée sur un plateau, il faut avoir la même distance entre une éolienne et une habitation qui est de 500 mètres minimum. Oui, c'est plus facile à faire en plaine, en réalité, quand même. Oui. Ah oui, en réalité, du coup, par ce mécanisme, c'est sûr que, en tout cas, il y a plus d'espace dans les grandes plaines agricoles sans habitation. Oui. Maintenant, la Bretagne, qui a développé en premier les parcs éoliens, a un habitat très très diffus. Et pourtant, a réussi à développer l'éolien en premier. Les premiers parcs éoliens viennent de Bretagne. Ensuite, on parle beaucoup que l'énergie elle est achetée à un prix par convention avec EDF. Et oui. En réalité, cette énergie coûte cher, elle est un peu subventionnée, quoi. Voilà. Alors, elle est un peu subventionnée puisque dans les années 2000, l'idée c'était de lancer une filière éolienne, donc c'est le cas. Aujourd'hui, le système a changé depuis quelques années. On passe par un appel d'offres au niveau national, c'est-à-dire que tous les parcs éoliens sont comparés entre eux au niveau financier. Et donc le coût de production d'un mégawattheure éolien est passé en quelques années de 82 €, l'ancien prix, de rachat, à une moyenne de 60 € par mégawattheure. Oui. Alors, qui reste quand même supérieur aux autres de production quand même. Oui. Alors non, ça reste supérieur au prix sur le marché aujourd'hui. Oui. En partie parce qu'on a un ancien nucléaire qui a été amorti et qui donc se trouve aux alentours de 50 € du mégawattheure. Par contre, si on regarde les sources telles que le nouveau nucléaire, le solaire en toiture, la géothermie, on est sur un prix qui est plus haut que l'éolien. Le seul qui est en dessous de l'éolien, vraiment, c'est l'hydraulique. Ça dépend des barrages. Mais il faut aussi savoir que le nucléaire a été subventionné, le solaire également, les méthaniseurs aussi. Donc, oui, parce qu'on parle beaucoup du méthane maintenant, ce qui est un autre mix énergétique, que vous ne contestez pas, puisque ça fait partie du mix, en fin de compte. Alors, ça fait partie du mix. Notre société ne s'est pas lancée là-dedans, mais en tout cas, ça fait partie du mix à étudier. De toute façon, c'est toujours à étudier au cas par cas. Il faut que la solution soit intelligente. Ensuite, il y a un pays qui donne un mauvais exemple. Enfin, je ne sais pas vraiment si c'est un mauvais exemple, mais on va en parler. C'est l'Allemagne. L'Allemagne a beaucoup d'éoliennes.
On parle que l'éolien ne produit que 25% du temps de l'électricité. Et vous voyez qu'en ce moment en Europe, en Espagne, en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon, il y a un manque de vent dû au climat. On est obligé d'utiliser beaucoup d'énergie fossile pour ceux, comme l'Allemagne, qui ont abandonné le nucléaire. Et en réalité, ils polluent beaucoup plus en choisissant indirectement les éoliennes. Qu'est-ce que vous avez à répondre dessus? Sur cette intermittence de production. Oui. Alors moi l'argument que j'ai, c'est que l'Allemagne a fait le choix de sortir du nucléaire. Alors je ne conteste pas le choix, je ne dis pas qu'il est bon, qu'il est mauvais. En tout cas, ça a été un choix de leur part, et qu'aujourd'hui, en effet, ils polluent avec des centrales à charbon qui sont tout de même en train de diminuer à cause de l'essor des énergies renouvelables. Oui. Leur argumentation, en tout cas, c'est que nous polluons plus avec nos déchets nucléaires que eux avec leurs centrales à charbon. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Voilà. Oui, parce qu'en réalité, les déchets sont réutilisés, hein, et il ne reste plus que 0,3%. Enfin, c'est qu'il faut néanmoins enterrer. Alors qu'il faut néanmoins enterrer, je pense que si on va se promener autour de Bure, les gens qui sont là-bas auront peut-être une autre version des faits. Voilà, moi, c'est un débat qui me semble compliqué, je ne rentrerai pas là-dedans. Oui. Voilà. En tout cas, en France, par contre, l'éolien et l'essor des énergies renouvelables a permis depuis des années de fermer des centrales à charbon qui existaient au préalable. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est RTE, donc le réseau et transport de l'électricité français. Voilà, les bilans sont en ligne, tout le monde peut vérifier cette information. Depuis des années, on ferme les centrales à charbon alors qu'il y a un essor des énergies renouvelables. Une dernière question au niveau du démantèlement des éoliennes. Est-ce qu'on récupère l'ensemble? Est-ce que c'est un beau taux de récupération au niveau écologique, on pourrait dire? Oui, il y a une très bonne recyclabilité des éoliennes. On récupère à peu près 95% des matériaux recyclés. Restent les pales qui aujourd'hui ne sont pas recyclables mais qui sont revalorisées énergétiquement. Et depuis 2020, donc la loi française nous impose de tout démanteler dans l'éolienne, y compris l'ensemble de la fondation. Oui, parce que certains disent qu'on n'enlève qu'un mètre, mais c'est faux, on enlève l'ensemble de la chape. Alors c'était vrai jusque le 22 juin 2020, donc un nouvel arrêté est paru, nous imposant donc de tout enlever. Et au niveau de l'étude des sols, vous savez, parfois c'est mis sur des carrières ou des choses comme ça, il y a des études d'impact qui sont préalables, obligatoires? Alors on est déclaré au régime ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement, au même titre que par exemple les carrières, et donc il y a une étude d'impact qui doit être réalisée avant tout dépôt de dossier en préfecture. L'éolienne produit à peu près 6 000 à 8 000 MWh par an d'électricité. Donc c'est à peu près la consommation de 1000 à 1200 foyers français, si on prend la moyenne nationale. Certains, qui ne sont pas de votre avis, disent qu'il faut par exemple 3000 éoliennes pour faire une centrale nucléaire et que c'est un impact sur le paysage beaucoup plus important. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Oui, alors je ne suis pas sûr du chiffre. Moi, les calculs qu'on a fait, c'est plutôt 1000 à 1200 avec des nouvelles éoliennes. Ah oui, bien sûr, ça évolue. Il y a des éoliennes plus puissantes. Ah oui, bien sûr. Oui. Voilà, ça dépend évidemment des sites, mais bon, bref, on reste sur des grands chiffres. Et en fait, alors on a peut-être un impact sur le paysage qui est plus important. Après, c'est l'impact sur l'environnement avec les déchets qui sont relâchés par la centrale nucléaire qu'il faudrait peut-être étudier. Voilà, en fait, on se rend compte que chaque source d'énergie a ses avantages et ses inconvénients. En tout cas, on ne remplace pas vraiment le nucléaire avec l'éolien. Mais plutôt, comme le dit RTE depuis quelques années, on remplace plutôt les centrales à charbon qui existaient en fait il y a encore quelques années. Ou à gaz aussi, oui. Oui. Parce que les Allemands n'utilisent pas que le charbon, ils utilisent beaucoup de gaz aussi. Oui. Et donc le gaz, en plus ils sont dépendants d'un autre grand pays pour le gaz, ce qui pose d'autres problèmes relationnels au niveau diplomatique. Quoi, voilà. Et d'indépendance énergétique. L'indépendance énergétique, c'est quand même important.
pour un pays. Alors je suis plutôt d'accord, et c'est vrai qu'une fois que l'éolienne est installée, pendant 30 ans, elle peut produire de l'électricité sans importer quoi que ce soit d'autres pays. Je vous remercie, et puis pour avoir eu ce droit de réponse. Je pense qu'il était important dans le contradictoire du reportage sur les éoliennes sur le Soissonnais. Écoutez, un grand merci à vous de nous avoir permis de répondre aussi. Merci. C'est la mitraille, cette plaie qui nous tiraille le palais des autres jours, d'hier et de